Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui nous a tous hantés, je crois, un jour ou l'autre. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Hmm, Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de certaines personnes et pas du tout d'autres? c'est la grande question. Pour essayer d'y voir plus clair, on a une source vraiment solide, des extraits du Oxford Handbook of Human Mating. Une vraie Bible sur le sujet. Oui, c'est une compilation de décennies de recherche. Notre but, c'est un peu de pirater le code source de nos désirs. J'aime bien l'idée. Comprendre cette logique évolutive qui, sans qu'on s'en rende compte, pilote nos choix, nos attirances et même nos disputes. C'est un voyage qui est assez fascinant, parce qu'on touche au moteur même de notre existence. Chaque personne qui nous écoute est le point culminant d'une lignée ininterrompue de succès reproductifs. C'est vrai, quand on y pense. Ça remonte à des centaines de milliers d'années. Pensez-y, aucun de vos ancêtres directs n'est mort célibataire. C'est une perspective vertigineuse. C'est un filtre de sélection d'une puissance incroyable. Alors, pour y voir clair, on va explorer ça en 3 temps. D'accord. D'abord, le principe fondamental qui explique presque tout. Ensuite, comment ce principe sculpte concrètement ce qu'on trouve attirant. Et enfin, le grand choc. Ah, Ce qui se passe quand cette psychologie de l'âge de pierre se retrouve propulsée dans notre monde d'aujourd'hui. de Tinder et d'Instagram. Parfait. Alors, allons-y. Le point de départ, le concept clé, c'est la théorie de l'investissement parental. De Robert Trivers, oui. Voilà. Si j'ai bien compris, tout part d'une asymétrie biologique. C'est exactement ça. Pour une femme, un ovule, c'est un investissement énergétique énorme, limité. Pour un homme, les spermatozoïdes, c'est beaucoup moins coûteux. C'est ça. Et cette différence, qui peut paraître triviale, elle a des conséquences absolument gigantesques. C'est-à-dire? Elle crée 2 logiques reproductives différentes. Pour un homme, le facteur qui limite son nombre de descendants, c'est quoi? C'est l'accès à des partenaires fertiles. D'accord. Pour une femme, le facteur limitant, c'est l'accès aux ressources et au temps. Le temps nécessaire pour mener une grossesse à terme et élever un enfant. L'investissement de base n'est pas du tout le même, en Ouais. fait. Pas du tout. 9 mois de grossesse, des années de protection, D'accord. d'un côté, et potentiellement quelques minutes de l'autre. Et j'imagine que quand les intérêts de base sont si différents, ça crée forcément des conflits. Des conflits d'intérêts fondamentaux, et ce n'est pas propre à l'humain, loin de là. Ah non? Mhm. Il y a une anecdote géniale dans les sources sur les pigeons. Les pigeons, hein. Oui, des chercheurs ont observé que quand un pigeon mâle surprend sa partenaire sur le point de s'accoupler avec un rival, il fonce, il attaque le rival, il interrompt l'acte. D'accord, il protège sa paternité. C'est logique. Maintenant, la situation inverse. Quand une femelle surprend son partenaire avec une rivale, elle n'intervient pas pendant l'accouplement. Ah bon? Elle attend la fin. Pour aller chasser l'autre femelle et la virer du territoire. Attends, la différence est énorme. Le mâle interrompt l'acte, la femelle ignore l'acte, mais élimine la concurrente. Mais pourquoi? Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Pour le mâle, le risque il est immédiat et génétique. Ne pas élever le petit d'un autre. Ok. Pour la femelle, l'acte en lui-même a un coût quasi nul pour son partenaire. Son vrai problème, c'est pas ça. C'est que son partenaire pourrait détourner ses ressources. La nourriture, la protection. Exactement. Vers cette nouvelle femelle. Elle ne protège pas la fidélité sexuelle. Elle protège son investissement à long terme. C'est fou. Donc si on résume à l'extrême, la plus grande peur d'un homme, c'est d'élever l'enfant d'un autre. Inconsciemment, oui. Et la plus grande peur d'une femme, c'est d'être abandonnée avec le sien. Et cette simple différence, ça explique des millénaires de conflits. C'est une distillation très percutante de l'idée, oui. Et ça se répercute sur tout, à commencer par l'attirance. Justement, parlons-en. On a tous en tête les clichés, validés par des études. Les femmes, en moyenne, accorderaient plus d'importance au statut, aux ressources, L'ambition, oui. dating, qui disent que dans le feu de l'action, ces préférences déclarées, elles prédisent pas du tout les choix réels. Alors tout s'effondre, hein. C'est une excellente question et les chercheurs se la sont posés. Ils ont compris que le problème, c'était peut-être les études de speed dating elles-mêmes. Comment ça? Souvent, dans ces expériences, tous les participants sont assez similaires. Des étudiants du même âge, même statut social. Il n'y a pas assez de variations pour que les préférences s'expriment. Ah, d'accord. C'est comme essayer de tester une préférence pour les voitures de sport en ne proposant que des citadines grises. Précisément. Une étude plus fine a corrigé ça. Ils ont créé des profils avec des niveaux de statut et d'attractivité
très très différents. Et là, Et là, magie, les préférences déclarées sont redevenues de très bons prédicteurs des choix, surtout pour une relation à long terme. donc la théorie tient toujours. Il fallait juste la tester dans les bonnes conditions. D'accord. Donc ces préférences sont bien réelles. Mais quels sont les signaux concrets, physiques, que notre cerveau recherche? Alors, Pour les femmes qui évaluent les hommes, les sources parlent de la taille, d'épaules larges, de traits masculins. et pour les hommes, on retrouve le visage aux traits jeunes, on dit néoténique, une peau saine, et bien sûr, L'incontournable rapport taille-ange. le fameux 0,7. C'est un cas d'école, ce ratio. C'est un signal incroyablement riche. Il indique la jeunesse, l'absence de maladie et aussi une bonne réserve de graisse oméga 3. Essentiel pour le cerveau du fœtus, c'est ça? Exactement. C'est un vrai panneau publicitaire biologique. Mais le truc le plus dingue que j'ai vu dans les notes, c'est que même des hommes aveugles de naissance préfèrent ce ratio, au toucher. C'est vrai ça? C'est absolument stupéfiant. Et c'est vrai. Des chercheurs ont fait palper des mannequins avec différents ratios à des hommes aveugles de naissance. Leur préférence allait massivement vers le 0,7. Alors attends, ça veut dire que ce n'est même pas visuel. Ce n'est pas la culture ou les magazines. C'est un instinct, câblé tellement profondément qu'il n'a même pas besoin des yeux. C'est ça. Ça suggère un mécanisme neurologique qui précède toute influence culturelle. C'est complètement fou. Idée biologique. Comme la symétrie du visage. Par exemple, un visage très symétrique, c'est le signe d'un organisme qui a bien résisté au stress pendant sa croissance. C'est un certificat de bonne santé. Et ça va dans les détails, j'imagine. Partout, même dans les yeux. Un blanc de l'œil très blanc, un anneau limbique, le cercle sombre autour de l'iris bien net, ce sont des indicateurs de jeunesse et de santé que notre cerveau décode en une fraction de seconde. D'accord. Mais tous ces choix ne se font pas dans le vide. On choisit parmi les gens qui sont disponibles. Les sources parlent d'un concept crucial. Le ratio sexuel opérationnel. Oui, et ça, c'est un facteur qui change absolument toutes les règles du jeu. C'est-à-dire? Pour faire simple, imaginez une soirée, qu'il y a 10 hommes pour 2 femmes ou l'inverse. Ce simple ratio, il modifie en profondeur les stratégies de tout le monde, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, explorons les deux scénarios. Que se passe-t-il quand il y a plus d'hommes que de femmes? Quand les hommes sont en surnombre, les femmes ont le pouvoir de négociation. Elles peuvent être plus exigeantes sur l'engagement. Et ça se vérifie dans les faits? Oui. Dans ces contextes, on observe historiquement plus de mariages, des taux de divorce plus bas et un investissement paternel plus important. Les hommes sont en compétition, donc ils sont plus enclins à s'engager. Logique. Voilà. Et si on inverse? Plus de femmes que d'hommes. Et la dynamique s'inverse complètement. Le pouvoir passe du côté des hommes, qui ont plus d'options. L'incitation à s'engager diminue et les relations à court terme deviennent plus courantes. Et pour les femmes? La compétition entre elles augmente. Les études montrent que, dans ces contextes, elles ont tendance à investir plus dans leur carrière, à viser des salaires plus élevés, à retarder la maternité, en partie pour augmenter leur propre valeur sur ce marché. Et cette compétition entre rivaux, elle prend pas la même forme chez les deux sexes? Non, en effet. La compétition féminine est souvent indirecte. Critiquer l'apparence, la réputation, le fameux « t'as vu comment elle est habillée ?» Une stratégie à faible risque physique, mais socialement très efficace. Alors que la compétition entre hommes, historiquement, a été bien plus physique. On le voit dans nos corps, c'est ça. Oui, le simple fait que les hommes soient, en moyenne, plus grands, plus lourds, plus musclés, c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. C'est une trace fossile de millions d'années de compétition directe entre mâles. Et cette trace n'est pas que fossile. Il y a une statistique dans les documents qui m'a glacé le sang. Laquelle? À travers toutes les cultures, les hommes sont les auteurs de 95% des homicides entre personnes du même sexe. Ce chiffre, d'une constance effrayante, ça montre à quel point cette compétition peut, dans les cas extrêmes, devenir létale. C'est un rappel brutal de la puissance de ces pressions. Mais notre psychologie n'est pas faite que d'attraction. Elle est aussi bourrée de logiciels d'évitement tout aussi vitaux. Le plus célèbre, c'est... L'évitement de l'inceste. Exactement. Comment le cerveau sait qui est de notre famille? Il n'y a pas une étiquette sœur ou frère à la naissance. C'est ça qui est génial. Le cerveau n'utilise pas de règles abstraites. Il utilise des indices. Des indices? Pour un enfant plus âgé, le meilleur indice, c'est d'avoir vu sa mère s'occuper du bébé. L'allaitement, les soins, ça crée une empreinte. Personne élevée par ma mère égale famille. Ah, d'accord. Et pour le plus jeune? Pour l'enfant plus jeune,
qui n'a pas pu voir ça, l'indice principal, c'est la durée de cohabitation pendant l'enfance. Plus on a partagé le même toit longtemps, plus l'aversion sexuelle sera forte. Notre cerveau est un détective, en fait. Exactement. Et le plus fascinant, c'est que ces mêmes indices qui déclenchent l'aversion sexuelle déclenchent aussi l'altruisme. Ah oui? On est programmé pour être plus généreux avec les individus que notre cerveau a identifiés comme étant de la famille. C'est un système 2 en 1. Notre perception est donc complètement biaisée. J'ai vu l'exemple de la grenouille Tungara. Ah oui, il est excellent. Le mâle chante et en même temps il gonfle son sac vocal. Si le son et l'image sont synchronisés, la femelle est très attirée. Mais si on décale les deux, même de quelques millisecondes, La tresse s'effondre. c'est ce qu'on appelle une illusion multisensorielle. Le cerveau de la femelle fusionne les deux en un seul signal de qualité. C'est tout ou rien. Et on a des bizarreries similaires. Par exemple, notre perception de l'attractivité suit la loi de Weber. La loi de Weber, ça me dit quelque chose. C'est l'idée que tout est relatif. C'est exactement ça. C'est plus facile de remarquer la différence entre une pièce silencieuse et un murmure que de remarquer ce même murmure pendant un concert de rock. Notre cerveau juge en proportion. Voilà. Appliqué au visage, ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile de percevoir la différence d'attractivité entre une personne notée 9 sur 10 et une autre notée 9,5 qu'entre une personne notée 2 et une autre notée 2,5. L'écart est le même, mais notre perception, elle, est relative. D'accord. Donc on a cette psychologie incroyablement complexe façonnée pendant des centaines de milliers d'années et on la parachute dans le monde de 2025. C'est ça le fameux décalage évolutif. C'est le cœur du problème. Notre logiciel est ancien, mais il tourne sur un matériel ultra moderne. Et ça crée des bugs, des frictions. Donnez-moi un exemple. Le choix du partenaire. Pendant 99% de notre histoire, les mariages étaient plus ou moins arrangés. Les compétences de séduction, le flirt, ce n'était pas si crucial. Alors qu'aujourd'hui, c'est la compétence numéro 1. Voilà. Et du coup, le célibat involontaire que vivent beaucoup de gens, c'est pas forcément une pathologie. C'est peut-être juste ce décalage, une absence de pression dans notre passé pour développer des compétences devenues centrales aujourd'hui. Un autre décalage qui m'a surpris, c'est l'impact des contraceptifs hormonaux. La pilule, en gros, simule une grossesse, donc elle supprime les signaux hormonaux du pic de fertilité. Et ça pourrait avoir des conséquences? Certaines recherches, encore débattues, suggèrent que ça pourrait modifier les préférences des femmes. Comment ça? Par exemple, au moment de l'ovulation, les femmes non contraceptées montrent un pic d'attirance pour les visages très masculins. Sous pilule, cette préférence cyclique disparaîtrait. Et pour le partenaire? Son cerveau ne reçoit plus les signaux inconscients de la fertilité. Ce qui, selon certaines études, pourrait diminuer ses comportements instinctifs de garde, comme la jalousie. C'est dingue. On pense prendre un simple médicament et ça pourrait redessiner la carte de nos attirances. Et que dire de la pornographie ou des filtres sur les réseaux sociaux? Là, on entre dans l'ère des stimuli super normaux. On crée des versions artificiellement parfaites de ce que notre cerveau est programmé pour désirer. Comme les super-héros de comics. Exactement. Ils ont un ratio épaule-taille 2 fois supérieur à la normale, une image surhumaine de force. Ou les actrices de porno les plus populaires, avec un rapport taille-hanche bien en dessous du 0,7 optimal. C'est un signal super normal de jeunesse et de fertilité. Et notre cerveau est bombardé d'images qui n'ont jamais existé, ce qui peut fausser nos attentes. Complètement. C'est vertigineux. Finalement, en faisant la synthèse de nos swipes sur une appli à nos chagrins d'amour, tout ça est encore piloté par cette psychologie très ancienne. Comprendre cette logique, ça ne veut pas dire tout excuser, mais ça éclaire des comportements qui peuvent sembler totalement irrationnels. C'est exactement l'idée. On navigue dans un monde d'une complexité folle, avec une boussole mentale qui a été calibrée pour la savane. C'est une bonne image. Ce décalage est sans doute une des plus grandes sources de frustration dans nos relations modernes. On essaie de jouer à un jeu vidéo ultra moderne avec une manette de la préhistoire. Et ça m'amène à la question que je voulais laisser en suspens. On vient de voir que notre cerveau est déjà en décalage avec les rencontres en ligne, qui n'existent que depuis 15 ou 20 ans. Alors, quels nouveaux défis et peut-être quelle nouvelle forme de relation pourrait apparaître face à des technologies qui arrivent, comme les compagnons dotés d'une IA avancée ou les mondes virtuels totalement immersifs? La question est posée. Est-ce que notre vieille psychologie de l'accouplement pourra s'adapter? Ou est-ce que les décalages vont devenir encore plus profonds, voire insurmontables?